Okay, so first, first about Burundi, and I hope I got your question right, but I happen to have the Burundi country report from the resources assessment in front of me, and the funny thing is that the main forest loss is actually in the plantations. They lost from 78 to 69, so about 9,000 hectares of plantations between 2005 and 2010, while they didn't lose natural forests. So whatever happens there, I'm not a Burundi specialist, they're obviously not that happy with plantations themselves. But in any case, I think it is a very essential thing that you try to regenerate natural forests. And the funny thing, for example, about China is that there, aside from massive tree plantation expansion, which hasn't always been that successful, there are areas where only 1 out of 800 trees survived. But there's also natural forest regeneration. Now, of course, the issue there is that was partly because of their logging ban. And that extrapolated a lot of consumption then to imports to other countries. And the impacts in some of countries like Myanmar, Indochina, etc. have been dramatic. I wanted to respond a little bit, and that relates to this, because you talk about markets being the solution. Very briefly about CCBA in Paraguay, complete fraud. I mean, they only talked to stakeholders. That is, the people that had a financial interest in the project. And when the other community members and indigenous peoples objected, they said, well, we can ignore that because participation in the project is voluntary. So they just don't participate, so their voices don't count. But all these different schemes, and especially these certification schemes, are of course meant to continue this unlimited growth. The logic of the market, the logic of capitalism. And I think we should go back more to the basics. Because we cannot continue to grow on a limited planet. Capitalism, in terms of unlimited accumulation of capital, is in the end incompatible with sustainability. And climate change is a symptom of that fact. So we do need system change indeed, and we do need, and all these carbon markets, but also the certification schemes for other products, and so many were mentioned, fair trade, etc. It's all about continued consumption with a nice green lift. And of course some of these green consumers then give big donations to organizations promoting further green consumption, but in the end, especially in wood consumption, it is about the quantity. Because the essence about sustainable management of forests is that you cannot extract more wood than can be regrown. So it's always about the quantity, the essence. And that's why FSC has never helped anything in terms of stopping deforestation. We've had Forest Stewardship Council for so many years, and it's just promoted more wood consumption. You said, yeah, but reducing consumption is long-term change, and we need short-term solutions. No, we need short-term, very dramatic system change because we already reached the limit. And the official EU policy is to reduce 80% emissions. You cannot do that with a certification scheme, and you certainly cannot do that with offsets. So we do need dramatic change, and the good news is sometimes, there's evidence it can do. Sao Paulo, many years ago, faced a massive crisis because there was a big drought and the dams were dry, and they had to reduce energy consumption overnight with 20%. This was at that moment the biggest city in the world. At that moment it was the biggest city in the world. They did it. From one day to another, they reduced 20%. It can be done, and it's easy. Everybody of you can reduce 20% of your reduction. In fact, they say that for the average northern consumer, just reducing on your meat consumption and on your air travel can cut up to 80% of your emissions. So I think we can talk more about it. Just one more response, because it's really China. They always say, but the consumption is in China. It's the only country in the world that is officially promoting a meat-free day of the week. We can talk more about it also after the lunch break. But please don't think that, there's no environmental consciousness in China. Okay. Quelqu'un d'autre veut réagir? Je pense. Ouais.
Oui, par rapport à la première question, et puis enfin, même l'ensemble, je pense qu'il y a, je ne sais pas si la première question est si pertinente au sens où on peut vraiment parler dans tous ces milieux du développement et des politiques environnementales d'une forme de fétichisme des best practices et des success stories qui sont systématiquement avancées. Et ça, on l'a vu comment, dans la rhétorique de la promesse, les success stories, c'était quelque chose d'absolument fondamental. Sur la bioprospection que je connais mieux, on répète la même depuis 20-30 ans. Le dispositif c'est absolument pas mis en œuvre. Il n'y a eu aucun résultat ni en termes de conservation ni en termes de marchandisation, mais on continue à nous parler des success stories. Et ces success stories, à mon avis, posent deux problèmes. Un très concret qui est celui de la réplicabilité, évidemment. On s'appuie sur un cas particulier pour en faire un dispositif international, général, universalisable. Mais surtout, elles ont une fonction quasiment cognitive ou symbolique. Elles permettent de masquer les limitations intrinsèques des dispositifs. Or, ce que j'ai entendu, moi, depuis 2 jours ici, sur les raids, c'est... j'ai vraiment l'impression que le dispositif en lui-même est problématique, pose énormément de problèmes, comme dans le cas de la bioprospection. Le dispositif est même à certains égards complètement aberrant. Là, cette histoire de... je connaissais pas ça, mais au niveau de la certification, quand on prend une zone de référence comme une zone témoin, en supposant que ça va servir de témoin sans projet, mais c'est délirant, c'est tout simplement délirant de penser à ça. Mais ça permet de s'accrocher, de mettre en avant ces best practices. Ça permet de s'accrocher au dispositif, parce qu'il y a des formes d'inertie institutionnelle, parce qu'il y a la permanence de certaines croyances entre synergie, entre marché et conservation. Donc on continue à s'accrocher à ces dispositifs. Et concrètement, là, ce qu'on voit, c'est si les raids ou les PES marchent, c'est précisément quand ils n'en sont pas par rapport au dispositif de base. Parce qu'il y a toute une forme de relabellisation de certaines politiques publiques de transfert, enfin, surtout dans le cas des paiements pour services environnementaux. Finalement, on se rend compte que beaucoup plus que des instruments de marché, c'est des politiques de transfert public ou des politiques d'aide au développement classiques qui ont les mêmes limites que celles d'avant. Mais là, on continue à parler de PS et de RAID parce que c'est nouveau, parce que ça véhicule un imaginaire autre que celui des politiques publiques classiques. Voilà, donc c'était pour insister sur cette dimension assez symboliquement performative des best practices et des success stories. Oui, juste une petite précision sur les PSE comme instrument ou pas comme instrument de marché. En fait, on distingue plusieurs types de PSE. Celui dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est typiquement pas un instrument de marché, mais c'est plutôt un dispositif public, d'incitation publique. Ça peut se rapprocher du crédit rural, par exemple. À distinguer des PSE qu'on trouve dans la littérature, le type idéal du PSE, c'est un arrangement privé, typiquement autour d'un bassin versant. Il y a des cultivateurs en haut et en bas du bassin versant qui vont échanger un service environnemental bien identifié, très localisé. Et là, effectivement, on peut parler d'un marché, d'une offre et d'une demande au niveau local. C'est très différent. Et enfin, un troisième type de PSE, c'est des PSE qui seraient liés à des marchés globaux comme les crédits carbone, par exemple, la vente sur le marché volontaire. Donc, c'est 3 types de PSE très différents. Et ce qu'on voit, en tout cas dans la conception nationale de la RED, les dispositifs nationaux de PSE, par exemple dans le cas de la RDC, c'est lié à la fenêtre numéro 2 du Fonds national RED. C'est pas du tout un instrument de marché, c'est un instrument de canalisation de fonds publics. Voilà, c'est très différent. Mais c'est lié à une performance mesurée d'un service environnemental. Oui, je laisse la parole, mais alors très rapidement à Jutta et ensuite je la rendrai à la salle. J'ai essayé de collecter le projet dans ma liste de projets avec problème. It isn't economically viable. It shows for me one of the most troubling aspects also that I also see us falling into the trap here. We've all day been talking about the responsibility of small-scale subsistence degradation without
questioning what we should be questioning, and that is the drivers that push people to the cities so that the charcoal use has gone up to a place where the cities are growing so quickly that the infrastructure isn't keeping up, and therefore there is a connection to the deforestation. We're talking about villages and villagers being agents of deforestation, and that is inherent in REDD. If you want to have the REDD payments, you have to describe yourself as an agent of deforestation. And we forget 20, 30 years of discourse, of dispute, and of argument that it is not the small-scale, visible symptom that we need to look at. It is looking at those symptoms that has caused the failure for 30 years of initiative after initiative to try and address deforestation. And REDD is pushing us to continue that failure, to look at the symptoms and confuse symptoms with drivers. Ibi Bateke, we can talk in all the detail about it. It fits on the list, and it will not last, and it will not change a single structural problem that is in the region. Merci. Alors là, je suis un petit peu... J'ai un petit débat personnel parce que je suis partagée entre l'envie de donner la main à ceux que je connais bien et qui font des grands signes depuis tout à l'heure et celle de laisser la parole à ceux qui lèvent la main. Donc je vais prendre d'abord 2 questions de personnes que je ne connais pas. Et donc ici. Bonjour tout le monde, Maxime Combe, membre d'Attaque France, économiste par ailleurs. Et je vais faire ma question qui est plutôt une remarque dans la suite de ce que vient de dire Jutta et qui porte sur la 3e question qui est posée sur le slide. C'est des exemples de mesures incitatives qui contribuent à la réduction de la déforestation. Moi, je n'ai pas de micro ou d'exemples locaux à vous donner. Par contre, j'ai des exemples de mesures incitatives qui contribuent très fortement à la déforestation. Et est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de chercher des alternatives concrètes, locales, plus ou moins bien montées, pour répondre à des causes structurelles qui sont nées de politiques publiques de régulation et de dérégulation qui facilitent cette déforestation. Et je vais en citer 3 venant de l'Union européenne, sur lesquels on peut agir en tant que citoyen français ou citoyen européen, sur lesquels on peut intervenir, sur lesquels on peut essayer de construire des propositions alternatives qui ne soient pas simplement des propositions de projets locaux basés sur des communautés locales, mais qui soient sur des transformations, des régulations et des politiques européennes en cours qui facilitent cette déforestation. On en a parlé hier, la première qui vient à l'esprit, c'est les normes actuelles d'incorporation d'agrocarburants dans les carburants européens. Alors il y a eu une discussion récente, mais tout n'a pas été remis en cause. Est-ce qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui d'aller plus loin et d'exiger qu'il n'y ait point d'agrocarburants dans les carburants utilisés en Europe et au-delà de l'Europe? La deuxième politique publique, c'est la politique agricole commune qui, à ma connaissance, dans sa nouvelle mouture, ne revient absolument pas sur les logiques qui favorisent toujours plus d'importations d'intrants qui contribuent à la déforestation dans toute une série de pays du Sud. Et le 3e élément que je vais citer ici, c'est celui que je connais le mieux, sur lequel j'ai travaillé, c'est ce que l'Union européenne appelle sa politique en termes de ressources naturelles, la RMI, Raw Material Initiative, qui s'appuie sur le développement des accords de libre-échange et des traités bilatéraux d'investissement pour faciliter l'implantation du secteur privé européen dans l'extraction des ressources naturelles dans les pays du Sud et faire en sorte que leurs droits ou qu'il y ait toujours plus de sécurité accordée à ces entreprises privées pour extraire ces ressources naturelles, la plupart des cas au détriment des populations locales. Et on est dans des logiques de libéralisation et de dérégulation de politiques publiques existantes ou qui pourraient exister pour contrevenir et limiter cette déforestation promue par l'Union européenne. L'exemple emblématique en ce sens, bon, c'est des informations qui datent de 2009-2010, peut-être qu'il y a des nouvelles et peut-être que le Cameroun a changé, mais l'accord de libre-échange signé avec le Cameroun en 2009 par l'Union européenne promeut précisément qu'il faut limiter donc les régulations contrevenant à l'extension du commerce du bois et de ressources venant des forêts du Cameroun,
Et le Cameroun a été contraint à éliminer un certain nombre de restrictions à l'exportation dans ce domaine-là, selon les rapports qui ont été publiés par notamment les Amis de la Terre. Donc après, on peut discuter de ce cas-là, mais on a des cas similaires sur l'accord de libre-échange signé avec le Pérou et la Colombie. Et donc là, on est sur des choses qui sont quand même un petit peu structurelles, qui norment et délimitent des politiques publiques cadres dans toute une série de pays sur lesquels on a prise, qui sont menées en notre nom en tant que citoyens européens par l'Union européenne. Et face à cela, on est en train, de ce que je comprends de ces 2 jours de discussion, de chercher des exemples locaux qui s'appuient sur la construction de régulations et de normes qui sont construites par le secteur privé, au détriment de régulations publiques qui, elles, sont détricotées en notre nom. Là, pour moi, il y a un problème majeur qui me semble nécessaire de traiter d'une manière ou d'une autre dans ce genre de discussion. Merci. Je tiens à dire que l'objectif de ces 2 jours n'est pas uniquement d'identifier des exemples de projets locaux, mais bien de discuter plus largement des politiques publiques. On essaie d'avoir... J'ai fait une série de 3 propositions. Voilà. Alors je prends encore j'aimerais bien prendre quelqu'un qui n'a pas encore pu s'exprimer aujourd'hui. Je crois derrière là-bas, une main que je sais pas, je suis pas sûre, je vois pas. J'ai une question par rapport à la présentation de Madame Simone. Et j'ai vu dans l'un de ses slides, il parlait du cas de Costa Rica. Et là, elle a évoqué que le taux de déforestation est passé de 21 à 42% avant l'application des paiements pour les services environnementaux dans ce pays-là. Alors, ma question est de savoir quand est-ce que cette déforestation a commencé à se réduire, plutôt, et à quel taux cela a commencé avant le... Bon. Quand est-ce que, quand est-ce que la déforestation a commencé à réduire et à quel taux? Et la deuxième question est de savoir si maintenant qu'ils appliquent les PSE, quel est le taux de réforestation après l'application du PSE? Je pense que si on peut répondre à ces questions-là, là on saura l'impact ou pas de l'application des PSE dans le cas du Costa Rica. J'ai une autre question, toujours par rapport à la présentation de Madame Simone. Elle a dit que la forêt ne peut pas être... Forest doesn't grow on money. Mais je pense qu'on a aussi besoin d'argent pour soutenir. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a écrit, elle n'a pas pensé, ou soit elle a écrit de façon pas très... je ne sais pas si elle le supporte totalement, mais je voulais savoir si est-ce que c'est possible de protéger la forêt sans investir de l'argent. Je pense qu'on a besoin d'y mettre un peu d'argent pour encourager les pratiques soutenables pour protéger la forêt. Et j'ai une autre... c'est une question. Non, on va garder 2 questions. On va garder 2 questions, je vais laisser répondre. Ça va, merci. Merci. Okay, first, you misunderstood me. I said forest cover increased from 21% to 42%. Happily, they never faced 42% deforestation rates. So, I have the slides here. You can look at them later. This is a report from the Forestry Agency of Costa Rica. Forest declined from 53% of the country in 61 to, in the end, 26 in 83. In 87 they had 21, and then 87 it turned around and it grew massively. And the factors, there's a lot of different research on what the factors were. One key factor was decreased meat production because of declining meat prices. There were stronger, the roots of much stronger forest policies in Costa Rica in the early 90s. That helped a lot in that first thing. And there was a deforestation ban.
And that's actually one key thing. We keep on talking about, deforestation as if it's a natural process that you cannot halt. Even Paraguay, which has a terrible, problem with corruption and illegality, etc., reduced deforestation with 86% overnight from 2004 to 2005 because of a moratorium in deforestation. Sadly, only in half of the country, but you have more examples of that. And yesterday about DRC, all forests in DRC are state forests, officially, legally. The government doesn't need money to protect them, it can just say no. It has a full legal right to prohibit deforestation. And with forest monitoring nowadays, the big advantage in Brazil, was also that they could monitor it. Now, I'm not saying that it's all that easy, because of course there's the indigenous people's rights, there's land tenure, I think a lot of those remarks were made, but forest conversion bans have basically worked in many, many countries in Europe. The big breakthrough was that most countries, required a forest conversion ban. Moratoria have been successful, and I think the campaign in Indonesia, that was actually our inspiration in Paraguay. But then the next thing is to use the forest, because we're definitely, as TFC, in favor of using the forest and allowing forest use by the communities, as long as they don't, put the bulldozer in it. Do we need money to support forests? Of course not. Forests were there for a couple of millennia, if not millions of years before money was even invented. Thank you very much. In fact, since the invention of money, forests have gone down on this planet. So no, forests do need to be managed. They grow very well on this planet if you just leave them alone. More practically, forests where you can still find them are on those lands that have relatively less value for other purposes. Very often those lands are also inhabited by marginal people, people that are economically, politically marginal because, they ended up in the forest. It's landless peasants, it's indigenous peoples, of course. They don't have the money to convert that forest either. And what you very often see, and that's a dangerous situation also in DRC, is as soon as a lot of money starts streaming into the forestry sector, there's also the capacity to, for example, deforest a big area and put an oil palm plantation. I think some of the cases yesterday were very shocking, because you need indeed an upfront investment to start up an oil palm plantation. So this whole money stream into countries like the Congo Basin is extremely dangerous. Having that said, I'm definitely in favor of very well-targeted support, including as part of, you can have some financial incentives also for communities. And this is nothing strange. We've got massive agroecological subsidies in Europe. Effectiveness environmentally is doubtful. However, some of the research has pointed out that socially it can play quite a useful role. And sometimes you can have green conditionality to social protection programs like the Bolsa Familia in Brazil that can play a positive role. But it's very tricky, because also the conditionality, how do you deal with traditional knowledge? I think a lot of the issues we have raised this morning. But I totally agree with someone who said this is not a market. This is a total, public policy. And actually the father of, PES, Sven Wunder, I don't even know if he likes that title, he himself has written in an article like, payment for environmental services is actually quite a problematic term. Very often it's just incentive schemes, which are often mixed incentive schemes. Once again, like ICRAF has concluded that you need a much more broad and coherent incentive scheme for communities. And by using the term payment for environmental services, you immediately turn it into a commodification. And he concluded that in some areas in the South, and I know from Latin America, that totally provoked communities. They rejected the scheme because they didn't want this commodification that came with the term payment for environmental services scheme. So I think that's a big risk, we really have to take into account that markets for environmental services, payments for environmental services very much come from a very European promoted, neoliberal economic model that in continents as Latin America is very provocative, and it's very worrying to see how through development aid is imposed on countries like Paraguay, like Bolivia, where the communities themselves don't like this commodification at all. Cécile, je crois que Eric voulait
voulez réagir? Non, non, je crois que c'est ainsi. Ok, alors je laisse la parole à Alain. Oui, je voudrais rebondir sur cette question de la commodification et avec l'intervention de Jean Foyer également. Personnellement, je pense qu'en aucun cas, les paiements pour services environnementaux ne correspondent aux moindres critères que les économistes énoncent pour parler de marché. Au fait qu'il n'y a pas de transfert de droit de propriété, au mieux il y a une suspension contractuelle du droit de propriété, du droit d'usage, etc., mais en aucun cas. Et disons, effectivement, il y a un malentendu que Sven Wender a provoqué lui-même probablement en parlant d'un paiement pour services environnementaux. Il n'y a pas et il n'y aura jamais probablement de marché des services environnementaux parce que la chose même ne s'y prête pas. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Jean Foyer, nous sommes dans la rhétorique, nous sommes dans la métaphore, nous sommes effectivement dans la tentative de faire passer comme instrument de marché quelque chose qui est de notre ordre. Je voudrais revenir sur un point parce que on n'a pas répondu à Jacques Poligny hier sur un certain nombre de questions liées à l'articulation sur le fait à quel point RED lui-même est un instrument de marché et à quel point est-ce qu'on peut marchandiser la déforestation évitée, qui est la question de Jean Foyer. En fait, il y a effectivement deux choses qui me paraissent, je dirais par rapport à Jacques hier, en aucun cas les paysans vendent du carbone. En aucun cas, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Maintenant, est-ce qu'il y a un marché du carbone? Oui, il y a même plusieurs marchés du carbone. Mais ça se passe dans un autre compartiment, dans une autre sphère. Ce qu'on vend, c'est une marchandise qui est une création. On ne vend pas quelque chose qui préexiste. On vend un crédit carbone qui est quelque chose qui a été créé par un processus. Ce processus, on le voit très bien dans les projets RED. C'est un processus dans lequel on va se terminer par la vérification, on va faire du carbone, de la mesure du carbone, de la baseline, etc., de les vérifications. Voilà, ça c'est une création d'un asset, de quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui va être marchandisé. Maintenant, le rapport aux paysans est plutôt un rapport de type paiement pour services environnementaux. Alors, même si ce ne sont pas des vrais PSE, parce qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de consentement, etc. Bon, ça c'est une autre question. Mais on est dans la logique paiement pour services environnementaux. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans une logique « je vous achète votre carbone », dans une logique de dire on va éventuellement vous payer pour des travaux. C'est du salariat, tout simplement. Quand on paye les gens pour des arbres comme on fait à Ecomagala, ben on les paye pour le travail. Et où on leur dit, on vous paye, c'est ce que dit Thomas, ça me reste sûr, on vous compense pour effectivement renoncer contractuellement à certains droits d'usage. Voilà. Donc là, on a deux compartiments qui sont tout à fait différents. On a un compartiment marché, qui est le compartiment, effectivement, marché du carbone de la RED, mais ce qui se passe avec les paysans n'est pas de l'ordre du marché. Et probablement, il ne le sera jamais. Donc, les questions que tu posais, à mon avis, hier, je pense qu'on peut les traiter dans ce cadre analytique. Donc, le paysan, il ne vend pas du carbone, mais il vend des tomates. Non, le crédit carbone ne préexiste pas, il y a une création, et donc le crédit carbone appartient finalement à celui qui l'a créé d'une certaine manière, c'est-à-dire le projet. Je vais laisser M. Poligny répondre brièvement et après je prendrai encore deux réactions du panel et je serai obligée d'arrêter la session parce qu'il est déjà 13h et même si c'est passionnant, je suis sûre que vous êtes tous affamés. D'accord, merci Alain, et donc je suis bien d'accord. Mais je veux rajouter la question suivante. Ne parlons pas de vente de carbone, mais parlons de vente d'un service qui consiste à stocker du carbone. Pourquoi le paysan ne pourrait-il pas bénéficier d'un marché sur lequel on lui offre la possibilité de vendre ce service? Donc quand je dis marché concurrentiel, qui vérifie les critères donc, des modèles économiques. Je ne parle pas de marché dans lequel nous vivons, qui n'est absolument pas un marché concurrentiel, qui n'est absolument pas un marché libre. Je parle du marché fictif des économistes. Donc, pourquoi le paysan, finalement, pourquoi ça ne serait pas intéressant qu'il ait la possibilité de vendre ce service, c'est-à-dire qu'il puisse faire le choix de le vendre ou de ne pas le vendre, ce qui créerait une incitation au niveau des politiques publiques ou de n'importe quel acteur privé ou autre, de payer le prix qui est suffisamment incitatif pour que ce choix soit fait et qui permettrait aussi que finalement ce choix soit fait dans des endroits où, considérant les coûts d'opportunité, considérant l'avantage relatif plus ou moins de carbone, voire considérant la biodiversité, si en plus du service stocker le carbone, on paye aussi, pourquoi pas, le service stocker biodiversité, etc. On peut broder à l'infini là-dessus. Pourquoi finalement ça ne serait pas un mécanisme intéressant
Et alors, bien sûr, il y a toute la crainte aussi de la commodification de la nature, mais la nature est déjà commodifiée depuis longtemps. La terre est commodifiée. Simplement, elle est commodifiée, mais elle a une valeur zéro quand il y a de la forêt dessus, dans beaucoup d'endroits, ou en tout cas, elle a plus de valeur une fois que les arbres ont été coupés. Et le marché de la terre, souvent, apparaît justement après qu'on ait coupé les arbres, puisque c'est là que ça devient intéressant, il n'y a plus à faire tout le travail de mise en valeur. Donc voilà, je pose cette question-là. Pourquoi, finalement, ça ne pourrait pas être un mécanisme à explorer que, finalement, personne n'explore, bien que nous parlons tous de paiement pour services environnementaux et de marché des services environnementaux? Juste pour vous donner un exemple concret qui existe déjà, en fait. Cette situation que vous décrivez existe déjà, mais pas sur des paiements pour des usages des sols, mais sur des foyers améliorés, en fait. Des consommateurs californiens qui peuvent transférer de l'argent par téléphonie mobile à des utilisateurs de foyers améliorés au Kenya. Donc ça, c'est directement un marché concurrentiel, avec un argumentaire qu'on peut construire sur l'effet sur la déforestation au niveau local. Mais c'est beaucoup plus facile de faire ça sur des pratiques qui ne sont pas liées à des usages des sols, donc c'est pas lié à des questions foncières, c'est pas lié à des jeux de pouvoir, etc. Donc c'est très différent. Ce sera le mot de la fin, alors c'est pour... Christian ? Oui, je voudrais questionner un petit peu cette affirmation comme quoi les petits producteurs ou les producteurs traditionnels ne contribuent pas au déboisement. Moi j'ai travaillé au Brésil, j'ai travaillé dans un certain nombre de pays. On sait quand même, de par l'observation de l'histoire agraire d'un certain nombre de pays, qu'au-delà d'un certain seuil de densité, les paysans sont obligés effectivement d'étendre leur système de défriche-brûlis et arrivent quelquefois, comme en Haïti, à détruire totalement la forêt, avec des conséquences d'ailleurs négatives. D'autre part, assez souvent, on peut toujours dire oui, c'est les plantations, c'est ceci, mais il y a un mélange dans l'analyse des causes de déforestation. Au Brésil, encore une fois, que je connais un petit peu, les petits producteurs sont une des causes, oui, importantes de déforestation, non pas parce qu'ils meurent de faim, mais parce qu'il y a une opportunité économique, et qu'à partir du moment où il y a des terres qui sont plus ou moins, sans propriétaire reconnu, eh bien on s'approprie ce qu'on appelle la rente forestière, en occupant des terrains, en défrichant 50 hectares avec une tronçonneuse et en mettant du bétail. Et les petits producteurs participent aussi de cette production de bétail qui, entre parenthèses, depuis un certain temps, alimente surtout le marché brésilien. Donc, je pense qu'il y a une question autour de l'intérêt de ces petits agriculteurs et de la manière dont on peut les accompagner pour passer à des systèmes agricoles plus intensifs au sens produisant plus à l'hectare, et tout en vivant mieux, donc en améliorant leurs revenus, ce qui est quand même l'objectif quand même, on parlait de la logique économique des populations traditionnelles, enfin, tous les gens que je connais ont une logique économique et souhaitent améliorer leur niveau de vie. Et ça passe par des investissements ou un appui à l'investissement. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'imposer des modèles qui viennent d'ailleurs. Bon, là encore, il y a l'expérience de développement agricole depuis pas mal de temps le montre, mais c'est d'accompagner des logiques locales d'intensification, mais qui passent souvent par des investissements qui leur permettent d'améliorer leur capital, leur outil, le capital naturel aussi, sous forme de plantation, sous forme de... Bon. Et donc ça, c'est une question qu'il faut qui doit être traitée. Et je ne suis pas d'accord pour dire que l'échec de tel ou tel projet est lié au fait qu'on a... Enfin, je suis d'accord et pas d'accord, c'est pas simplement qu'on n'a pas pris en compte les aspirations des gens, c'est qu'on n'a pas trouvé, et souvent c'est aussi un manque de compétences, on n'a pas trouvé les techniques agricoles qui leur permettent effectivement d'améliorer leurs revenus. Parce que dans l'exemple que vous donniez des agriculteurs, je crois que c'est Utah,
des agriculteurs qui trouvent que ça sert à rien de garder les arbres, ben, ça veut dire que les arbres qu'ils ont plantés, effectivement, ne produisent rien ou produisent des choses qui ne sont pas vendables. Donc il y a eu des erreurs de choix, je dirais, au départ. Et si j'ai bien lu votre texte, le choix leur a été donné, mais il n'était pas suffisamment, comment dire, il y a un processus d'expérimentation aussi qui doit être mené pour arriver à déterminer qu'est-ce qui peut vraiment marcher dans cette intensification, qu'elle soit d'ailleurs écologique ou non. Je vais donner la parole à Thomas et après je vais clôturer la session. À Marc, pardon. Merci. Alors je voulais juste apporter ou rappeler un peu de réalisme politique à plusieurs arguments. Mais d'abord je voudrais adresser ce que le monsieur ici vient de dire sur les petits producteurs, les petits fermiers. Oui, bien sûr, la mot-clé, c'est le niveau de densité de la population, parce que en dessous, il faut dire l'autre côté de l'argument, c'est qu'en dessous d'un certain niveau, d'une certaine densité de population, les petits producteurs ne posent pas de problème. Et il faut aussi rappeler que les petits producteurs existent beaucoup sur la frontière agro-industrielle au Brésil, et c'est en coupant la forêt qu'ils permettent aux grandes industries agricoles d'acheter. Ça légalise l'achat et l'application de la terre. Donc je crois que c'est une chose très importante. Alors le Suriname, c'est, je crois, le pays au monde qui a le plus de forêts par habitant et par kilomètre carré. Une des conséquences de cela, c'est que la population de la côte, c'est-à-dire là où habite la plupart de la population, la grande majorité, s'en fout complètement de la conservation de la forêt. Ça ne les intéresse pas du tout. C'est le cas tout à fait contraire de la Chine, par exemple, où ils ont détruit toute leur forêt. Donc bien sûr que le gouvernement s'est rendu compte de la valeur de ces forêts et commence à les replanter. Alors, j'ai présenté un petit peu le cas des trios. Dans le sud du Suriname, qui est vraiment la partie du Suriname qui est le moins déboisée, alors, à cause de l'intervention de développement, il y a quelques décennies, sur un autre modèle, avec la création d'une école, d'une clinique de santé, etc., la population qui était très dispersée, avec des très petites communautés, est venue vivre dans un centre avec presque 2000 habitants, qui a créé des problèmes au niveau de l'accès aux ressources. Alors, ils ont maintenant, très récemment, ils ont commencé à se disperser de nouveau, presque à reprendre leur ancien système, leur ancien modèle démographique. Pourquoi? Alors, c'est parce qu'ils se sont menacés par les enjeux du débat sur les droits fonciers, qui est lié à la question de RED, parce que le gouvernement sent qu'il doit faire quelque chose, il doit aller en avant sur cette question sous pression internationale. Le gouvernement, en même temps, a créé une agence spéciale qui s'appelle Climate Compatible Development Agency, dans le bureau du président. C'est un développement, on peut dire que c'est même cynique, c'est certainement opportuniste, d'essayer de... Alors j'ai rencontré le chef de cette agence, il est très ouvert, c'est une démarche opportuniste pour capturer de l'argent qui vient de l'ONU et de la communauté internationale, si vous voulez, pour le développement durable, soi-disant. Alors, la possibilité de recevoir de l'argent pour la conservation, oui, ça a un effet important, mais peut-être pas direct, peut-être pas prévisible. Il faut regarder les processus politiques avec un peu plus de réalisme. C'est très bien d'avoir des discours comme Simone, qui sont des discours militants, mais il faut aussi voir les limites politiques de ces choses-là. Les gens qui habitent dans des pays avec beaucoup de forêts, ils ne s'intéressent pas du tout. Ça n'a aucun... En plus, la démocratie, c'est une des choses que les organismes de l'ONU veulent apporter, veulent encourager dans ces pays. C'est très important pour la gouvernance, oui. Mais la démocratie dans un pays qui a beaucoup de forêts, les électeurs ne s'intéressent pas aux forêts.
Donc voilà, merci. Je vais faire, je vais faire des frustrés, je pense. J'ai encore beaucoup de mains qui se lèvent à droite, à gauche, mais je pense que je vais clôturer la session parce qu'il est déjà 1h10. Voilà, on a eu des échanges très, très riches et intéressants qui montrent toute la complexité des leviers de la déforestation, qui montrent que effectivement, il peut y avoir des projets qui sont efficaces à une échelle locale dans dans une certaine mesure, mais qu'il y a aussi énormément de causes d'échec qui sont expliquées par des causes multiples. Et je pense que ça doit nous amener à vraiment questionner une approche simpliste. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir encore avancer sur ce débat après manger. Vous allez pouvoir discuter autour d'un sandwich. Et oui, c'est encore des sandwichs. Et on se retrouve à 14h pour la suite.